Bonjour Stanislas Guérini. Bonjour. Patron du parti majoritaire, en effet. Est-ce que vous maîtrisez vos nerfs, vous? Oh oui, j'essaye, c'est même plutôt une de mes caractéristiques. Eh bien, Jean-Paul Delevoye... On m'a dit que je ne m'énerve très peu souvent, voilà. Vous êtes placide. Plutôt. Du genre placide. Jean-Paul Delevoye, lui, s'énerve un peu ce matin dans les colonnes du Parisien, dans son style très rond, mais quand même, il est assez ferme et assez tranché sur la réforme des retraites, et il s'en prend précisément à tous ceux qui, dans la majorité, dans votre majorité, défendent la clause du grand-père. Ceux-là, je le cite, n'ont pas la qualité première des grands dirigeants, c'est-à-dire savoir maîtriser ses nerfs. La clause du grand-père, c'est de réserver la réforme des retraites aux nouveaux entrants, uniquement aux nouveaux entrants. C'est qui Qui sont ceux qu'ils visent? Vous, est-ce que vous êtes pour la clause du grand-père? Moi, je ne suis pas pour la clause du grand-père, mais je suis pour que le rythme de transition de cette réforme, on puisse le faire avec plusieurs pistes sur la table. C'est ce que Jean-Paul Delevoye avait écrit dans son rapport. Qu'est-ce qui est important dans cette réforme des retraites? C'est les ancres de cette réforme. Le fait qu'on mette en place un système universel qui remplace un système où on a 42 régimes spéciaux. Le principe intangible que 1 euro cotisé donne les mêmes droits pour tous les Français, parce que ce sera un système plus juste. Ça, c'est important et nous ne bougerons pas là-dessus parce que nous croyons que cette réforme est une réforme nécessaire et une réforme juste. Et Stanislas Ensuite, Guérini, on a toujours dit, j'essaie de vous répondre précisément, que sur la transition, pour pouvoir accompagner les différentes professions justement qui ont des régimes spéciaux aujourd'hui, eh bien, il faudrait un rythme de transition où différentes options sont sur la table. Je crois qu'on est dans un moment... Dont la clause du grand-père. Dont la clause du grand-père. Nous sommes dans un moment où l'on concerte avec les organisations syndicales, on échange avec les Français. Il y a beaucoup de débats qui se font sur le terrain. Je crois, à mon sens, qu'il faut garder les pistes de transition sur la table. Alors, Jean-Paul Delevoye, pardon, Stanislas Guérini, il est catégorique. Mais... Il dit, pardon, la clause du grand-père, pour que tous ceux qui n'ont pas encore eu le temps de lire Le Parisien, c'est impossible. Oui, Donc il ne dit pas la même chose que vous. Il le dit. Il est membre du gouvernement. Il dit la clause du grand-père appliquée à toutes les professions, c'est-à-dire que la réforme ne s'applique qu'aux nouveaux entrants pour l'intégralité des professions. Lui, il n'est pas pour. Il est le haut-commissaire qui mène cette réforme. Il est légitime. Il a le droit de donner cette opinion-là. C'est son opinion. Mais attendez. Lui, il souhaite... Donc il y a... on va essayer d'être précis et de qualifier les choses. Il y a donc 2 lignes. Vous venez de le dire. Il y a la vôtre, qui est partagée par d'autres membres du gouvernement de la majorité. Tout est sur la table. Et il y a la sienne. Il y a 2 lignes. Oui. Mais, y compris Jean-Paul Delevoye a écrit dans son rapport que toutes les pistes étaient sur la table pour faire cette transition. On ne va pas refaire l'histoire. Moi, aujourd'hui, ce matin, il y a 2 lignes. Le temps n'est pas venu de dire aujourd'hui, au moment où nous nous parlons, quel doit être le rythme de transition. Précisément parce que nous discutons avec les organisations syndicales. Et donc, moi je crois, et c'est ma conviction, Jean-Paul Delevoye a exprimé la sienne en disant que sa préférence, c'était de faire cette réforme en ne l'appliquant pas qu'aux nouveaux entrants pour tous les régimes de la profession. Eh bien, moi je crois qu'il faut garder les différentes pistes sur la table, précisément parce que nous ne voulons pas bouger sur l'essentiel de cette réforme, c'est-à-dire la mise en place d'un régime universel des retraites, parce que ce sera un régime plus juste pour les Français, parce que nous devons changer d'un système de retraite qui est profondément injuste, qui défavorise les femmes, qui défavorise tous ceux qui n'ont pas des carrières linéaires, pour pouvoir mettre en place ce projet de société que porte Jean-Paul Delevoye. Et je crois que si l'on veut pouvoir aller au bout de cette réforme, eh bien il faut laisser les pistes pour la discussion et pour le rythme de transition. Donc il ne faut pas fermer de porte. À ce stade, il ne faut pas fermer de porte. C'est mon opinion, j'essaie de vous répondre clairement. Vous dites le temps n'est pas venu. Sur le rythme de transition. Oui, mais c'est ce dont on parle. Quand on parle de la clause du grand-père, on parle du rythme. Donc vous dites le temps n'est pas venu, sous-entendu, enfin c'est pas un sous-entendu, puisqu'on a décidé d'être clair. Ça n'est pas bienvenu de faire ce type de déclaration quand on est membre du gouvernement et qu'on porte la réforme. Encore une fois, Jean-Paul Delevoye tout est possible a travaillé depuis avec vous. 1 an à préparer cette réforme, a écrit un rapport. Il est légitime à pouvoir donner sa préférence, son opinion. Moi, je crois qu'aujourd'hui, on doit garder les différentes pistes de transition sur la table, encore une fois, parce que nous discutons avec les organisations syndicales, parce que nous échangeons avec les Français. Est-ce que ça n'ajoute pas la confusion à l'heure où les Français s'interrogent,
sont angoissés, comme pour reprendre le mot du président Macron, qui a dit que c'était un sujet d'angoisse. Est-ce que c'est bien le moment de dire d'un côté non, on ne fera pas ça, et de dire d'un autre, ben si, pourquoi pas? Non, qu'il puisse y avoir, encore une fois, j'insiste sur de la fébrilité au sein du gouvernement. Non, sincèrement, je ne crois pas. Au contraire, nous sommes très fermes et très déterminés sur les principes intangibles de cette réforme. C'est très important de l'expliquer, de dire ce en quoi nous croyons, que nous partageons, parce que c'était une promesse du président de la République, parce que nous sommes convaincus que cette réforme, c'est une réforme juste. Et ça, c'est un point sur lequel il n'y a aucune divergence dans la majorité, mais de garder, et il y a par ailleurs des divergences de la sur le souplesse, calendrier. des par discussions, ailleurs, il y a d'avoir des opinions différentes sur la façon de faire la transition. Oui, je l'assume. Vous assumez qu'il y ait des divergences sur la réforme des retraites au sein du gouvernement. Non, vous voulez me faire avoir une conclusion. Mais je crois que bien souvent, on a voulu réformer dans l'urgence. On a voulu d'une certaine façon montrer les muscles en disant vous allez voir ce que vous allez voir, on est droit dans nos bottes, on va réformer de cette façon-là. Eh bien nous, parce que nous pensons que cette réforme c'est une réforme extrêmement ambitieuse, parce que c'est un projet de société, eh bien on préfère dire il y a des grands principes, mais vous ensuite, l'avez dit, les modalités, on va les co-construire avec les organisations syndicales, avec les Français. Vous l'avez parce dit, qu'au fond, Elisabeth Martichoux, c'est ça l'acte 2 de ce quinquennat. On nous a suffisamment reproché dans la première partie de quinquennat d'avancer d'une certaine façon comme des bulldozers dans les réformes que nous menions. Et je pense que c'était légitime pour un grand nombre de réformes. Eh bien, l'acte 2, c'est de co-construire avec les partenaires sociaux, avec les Français, les réformes que nous voulons faire, parce que nous ne voulons pas les faire pour les 2 années qui viennent. Cette réforme, c'est une réforme pour les décennies qui viennent. Voilà. Alors, à ce stade de la réflexion, je répète, la clause du grand-père n'est pas écartée ce matin. Moi, je crois qu'elle doit rester sur la table. Du gouvernement, elle reste sur la table. Sur le principe même, d'ailleurs, de donner cette interview, Jean-Paul Delevoye, qui est très ferme, il dit par exemple aussi aux cheminots, il ne faut pas croire que votre régime spécial de retraite est dans le statut. Les syndicats de cheminots, c'est le contraire, ils disent le contraire. Bon, il est très ferme, Jean-Paul Delevoye. Mais encore une fois, il porte avec conviction. Je n'ai pas lu. Vous avez introduit cette interview en disant qu'il était énervé, etc. J'ai pas lu cette interview de cette façon-là. Moi, je crois pas. Je crois qu'il présente avec beaucoup de conviction les principes de cette réforme. Et effectivement, je pense que les Français eux-mêmes ne comprendraient pas que l'on achoppe sur cette question des régimes spéciaux. C'est notre engagement. On veut mettre en place un système universel. Eh bien, nous allons le faire. Et que celui qui porte cette réforme, eh bien, réaffirme ses principes avec conviction, avec fermeté. Personnellement, ça ne me choque pas. Ça ne vous choque pas, rien ne vous choque. Un mot de la redevance, Stanislas Guerini, parce que c'est vrai que le Figaro s'est fait écho hier d'une hypothèse selon laquelle cette redevance, qui est un impôt très connu des Français, pourrait être modulée en fonction de la taille de la famille. Ça a été écarté depuis par Matignon, mais il y a quand même un sujet, c'est le principe de la Colette, qui était jusque-là, c'était adossé à la taxe d'habitation. Elle va être supprimée, cette taxe. À quoi doit être adossée la redevance une fois que vous aurez supprimé complètement la taxe? C'est une question technique. Oui, effectivement, vous avez raison. On est en train de supprimer la taxe d'habitation. Je crois que les Français s'en rendent compte. Et donc, le document de collecte de la taxe d'habitation, les Français, progressivement, ne vont plus le recevoir. Donc, il faut bien trouver une réponse technique pour pouvoir collecter la redevance. Une des pistes est de l'adosser à l'impôt sur le revenu. Moi, je crois que ça peut être une bonne option. Mais sincèrement, il y a un travail. Pour vous, le patron du parti, c'est plutôt une bonne option. Mais sincèrement, je crois que l'idée là, ce n'est pas de modifier, de rendre la taxe d'habitation, ne paye pas l'impôt sur le revenu, un Français sur deux ne le paye progressive. Je crois qu'on ne veut pas changer le principe de la redevance. On veut et on doit trouver un nouveau mode technique de collecte de la taxe d'habitation. Donc laissons l'administration préparer cette réforme. Je vous demandais votre avis à vous, en tant que patron de... Bien, moi, je ne veux pas, puisque c'est la piste qui avait été mise sur la table. Je crois qu'elle a été, à juste titre, écartée par le Premier ministre. La piste, c'était est-ce qu'on rend plus progressive cette redevance télévision en fonction du nombre de personnes dans le foyer, etc. Moi, je ne crois pas qu'il faille en toucher les paramètres. Il faut simplement trouver une nouvelle manière technique de pouvoir la percevoir. Et donc, je ne souhaite pas, moi, qu'on modifie la manière de collecter ou de penser
la redevance télévision. Je pense qu'il faut simplement trouver une nouvelle solution technique pour pouvoir prélever cet impôt. Il ne faut pas repenser quand même le principe même de la redevance, dans la mesure aujourd'hui, par exemple, où on regarde la télévision sur ses tablettes et ses portables et non plus sur sa télé. En Allemagne, par exemple, tous les foyers payent une redevance parce que précisément, il y a des modes, il y a des usages du petit écran. On rappelle que la redevance, ça finance, c'est un impôt que payent les Français pour financer la télévision et la radio publique. Ce sont les Français qui payent leur radio-télévision publique. Est-ce qu'il ne faut pas changer l'assiette ? Je crois qu'il faut en garder le principe, mais pas la supprimer, comme avait dit Gérald Darmanin. Pas la supprimer, moi je ne suis pas favorable. Ouais. Je crois que nous avons besoin d'un financement pour l'audiovisuel public, qui est un bien collectif de notre société. Ça coûte combien continuons, je crois de mémoire que c'est 4 milliards d'euros par an. Continuons à percevoir cet impôt-là. Je ne pense pas qu'il faille introduire une progressivité dans cet impôt. Après, parce qu'il y a des nouveaux modes de consommation, qu'il faille réfléchir à la façon techniquement de le percevoir, oui, c'est bien nécessaire. Et je l'ai dit, notamment parce que nous n'aurons plus la taxe d'habitation à laquelle adosser cet impôt. Mais vous n'avez pas de je crois que c'est plus un sujet technique qu'un sujet politique où il faille en changer l'assiette comme vous le suggérez. Et d'ailleurs, j'ai noté que le Premier ministre a plutôt écarté cette piste-là. Oui, je l'ai dit d'ailleurs. Je suis moi également favorable à ce qu'on écarte. La réflexion doit aboutir quand, à votre avis ? Mais il y a une mission qui est en cours et donc nous devrons nous poser la question pour les prochains budgets, puisque l'année prochaine, 80% des Français ne recevront plus de documents de taxe d'habitation. C'est la promesse que nous avons faite, nous sommes en train de la tenir. Stanislas Guerini, grand promoteur des réformes du gouvernement et hôte de l'Élysée demain à déjeuner. Vous allez déjeuner à l'Élysée demain ? Ça a été indiqué dans la presse, donc je ne vais pas le contester. Sinon vous l'auriez contesté, c'est intéressant. Non, tout simplement parce que moi avec le président considère Macron. toujours que les échanges que je peux avoir avec le président de la République restent entre le président de la République et moi-même. Et donc, je n'en fais jamais la publicité. Ça me semble être une bonne règle de fonctionnement. Mais puisque c'est fait, vous le confirmez, déjeuner demain au menu, les municipales. Oui, parce que nous échangeons régulièrement. Mais vous savez, moi, je n'ai jamais caché qu'on échange avec le président de la République sur les municipales. Ah bon ? Il y a certains qui disent qu'il ne s'en occupe pas du tout. Non, moi, je n'ai jamais dit ça. Je crois que j'ai toujours été constant sur cette question. Il s'informe, il échange. Et ça me semble normal. Je crois qu'on a une attention dans ce quinquennat. Là aussi, vous savez, on a tiré des conséquences de cette première partie de quinquennat. On a bien compris que beaucoup de nos réformes ne pourraient pas être menées à bien si justement on n'avait pas sur le terrain plus d'élus locaux pour pouvoir faire ce dernier kilomètre. Et donc c'est normal pour le président de la République de s'intéresser à ce sujet-là. Oui, vous trouvez ça normal ? Et on échange. Oui, je le trouve normal. Certains disent non, c'est pas de son niveau. Ce qui ne serait pas normal, Elisabeth Martichoux, c'est qu'il décide de tout. C'est que les échanges que nous ayons, ce soit des réunions d'arbitrage où on vienne prendre des consignes. Et ça n'est pas le cas. Vous voyez, j'essaye de vous répondre avec beaucoup de franchise. Donc, j'échange avec le président de la République. Il me semble que c'est normal. Il s'informe. Nous échangeons des informations. La perception, il se déplace, comme vous le savez, beaucoup sur le terrain. Vous allez en parler avec lui. Ça me semble pas absurde de pouvoir échanger avec lui sur cette question. Vous allez donc il s'en occupe évidemment. Vous allez aborder des cas particuliers. Il aurait reçu encore la semaine dernière une note écrite lui suggérant pour Paris de mettre en place le plan B. Vous savez, ce plan B que François Bayrou avait déjà évoqué chez nos confrères de France Inter. Plan B comme, en l'occurrence, là, Agnès Buzyn. Il y a une pression. Écoutez, alors, vous êtes un soutien de Benjamin Griveaux, je le signale parce que ça peut être important dans la façon... Excusez-moi, mais la manière dont vous formulez les choses me semble un peu erronée. À double titre. D'abord, sur cette note, personnellement, j'en ai jamais entendu parler. Jamais entendu parler d'une note qui aurait été écrite pour activer quelconque plan B. J'ai toujours été extrêmement clair. Je n'ai pas besoin d'un plan B pour Paris, puisque j'ai un plan A. Il s'appelle Benjamin Griveaux. Et je ne suis pas un soutien de Benjamin Griveaux au sens personnel. J'ai des liens d'amitié avec Benjamin Griveaux. Ça aussi, je ne l'ai jamais caché. Ça serait complètement ridicule de le cacher. C'est pas honteux. Mais je suis le chef d'un mouvement politique qui a fait un choix avec une commission qui a dit Benjamin Griveaux, c'est le bon candidat pour Paris. Et je crois qu'il a fait que cette commission a fait le bon choix. Et donc, c'est pas moi qui suis un soutien de Benjamin Griveaux. C'est la République en marche qui est un soutien de Benjamin Griveaux. Est-ce que ce plan B est totalement exclu? Je l'ai toujours dit comme ça. Nous avons un candidat investi. Et je vais vous dire, je pense que c'est un bon candidat. Je crois qu'on a fait le bon choix. Je pense qu'il est en train de mener une bonne campagne sur le terrain. Il fait des propositions pour répondre justement aux aspirations du quotidien des Parisiens. Cette semaine, il a proposé de mettre en place une police municipale
armé. Je crois qu'il a eu bien raison de le faire. Je pense que ses propositions sont de nature à trouver l'oreille des Parisiens qui voient bien que les choses ont besoin de s'améliorer pour leur ville. On a le temps je pense qu'il faut lui permettre de continuer cette campagne de terrain. Effectivement, parler de cette campagne. Donc vous nous dites, 1, il n'y a pas de note sur le bureau d'Emmanuel Macron pour un plan B, et 2, il n'est pas question de débrancher Benjamin Griveaux. Toutes les notes qu'il y a sur le bureau du président de la République, je ne me permettrai pas de dire ça. Là, j'en ai jamais entendu parler. Dites-moi, c'est le bazar à Lille. Hein. Vous avez désigné une candidate, Violette Spilbou. Elle considère, ou plutôt, elle ne se considère pas du tout comme candidate macroniste, a-t-elle confié hier à des journalistes. Elle ne veut pas, je cite, être la candidate d'un président de la République tout-puissant. Et enfin, elle ne mettra pas ses logos En Marche, le logo En Marche sur ses affiches. J'ai eu l'occasion d'échanger avec elle hier soir. Je crois que ses propos... Des candidats comme ça elle était gênée que ses propos soient sortis de cette façon-là. C'est pas ce qu'elle a voulu dire. D'ailleurs, elle a communiqué ce matin. Elle a fait un communiqué de presse dès les premières heures de la matinée pour préciser ce qu'elle voulait vraiment dire. Évidemment qu'elle est extrêmement fière d'être la candidate macroniste, c'est pas un logo encombrant pour elle. Soutenue par un grand nombre de formations politiques, des écologistes jusqu'à des formations politiques venant de la droite. Ce qu'elle a voulu dire, c'est qu'elle ne veut pas être enfermée dans une bataille d'étiquette d'une certaine façon. Elle veut porter une candidature de rassemblement. Et donc ses propos ont été clarifiés ce matin. Je pense qu'il y a de la maladresse dans cette expression-là. Et elle a corrigé le tir, si je puis dire. Elle a clarifié ses propos. Et elle sera En Marche, clairement aboutie. Bien entendu. À Nice, il y aura un candidat ou pas face à Christian Estrosi, un candidat En Marche? Bien, on fait comme on fait dans bon nombre de villes où on discute avec le maire sortant. Et donc, c'est ce que nous sommes en train de faire avec Christian Estrosi, voir si la République En Marche portera une candidature en propre, autonome, ou si nous construisons un accord avec le maire sortant. On n'a pas encore pris de décision, mais je préfère prendre un petit peu de temps quand on a ces discussions-là, pour justement pas avoir des rassemblements d'étiquettes, pour justement que les rassemblements, si on les fait, puissent être des rassemblements de projets. Vous ne touchez pas un peu aux limites du en même temps dans la stratégie que vous avez mise en place pour les municipales? Ici, on investit un candidat, ici, non. Ce pragmatisme-là, finalement, il se heurte aussi à la sensibilité de vos militants En Marche qui disent mais on veut exister. Et vous dites non, on peut soutenir des maires LR. Ça fait pas de crispation en un mot, parce que je voudrais qu'on parle de la mi-mandat. Mais bien entendu, mais je vais quand même vous répondre clairement à cette question-là. Je pense que c'est pas les limites du en même temps, c'est justement ça le en même temps. Et qui l'a bien compris? Les maires, dans leur façon d'administrer leur ville, de construire leur liste. Les maires sont les porteurs du en même temps. Et si d'ailleurs les citoyens font confiance à leurs maires, c'est qu'ils ont bien compris ça, que justement ils ont envie que leur ville soit administrée, pas forcément toujours de façon partisane. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de conviction politique. Un maire, ça a des convictions politiques. Mais justement avec pragmatisme, en faisant le rassemblement. Notre pays a besoin de se rassembler. Et je pense que le fait local, le fait municipal, c'est une bonne occasion de recréer de la cohésion. Et donc j'assume profondément d'avoir des discussions, particulièrement quand les élus locaux ont fait du bon boulot pour leur ville, et pouvoir élargir la majorité présidentielle. Parce que c'est de ça dont il s'agit aussi. Mi-mandat aujourd'hui. Nous sommes le 7 mai. C'est bien ça. 7 mai 2017, élection d'Emmanuel Macron. La première partie a été marquée par des réformes, première partie du mandat. La deuxième partie, la seconde partie, elle sera marquée par la transformation profonde du pays. Non, mais ce n'est pas une formule. Alors, en quelques mots, pardon. Humblement, nous avons fait énormément de réformes qui auraient dû être faites depuis des décennies. La réforme de la formation professionnelle, du marché du travail, de la SNCF, vous dites le etc., résultat, etc. le produit des réformes. Maintenant, nous devons être obsédés que ces réformes s'appliquent sur le terrain. Parce que pendant la crise que nous avons vécue, la crise sociale, celle des Gilets jaunes, pendant que nous sommes allés tous, dans toute la France, faire des grands débats, les Français nous ont dit « je ne vois pas suffisamment mon quotidien changer, les services publics Est-ce que ça s'annonce plus difficile que la première partie? Finalement, vous avez pu faire un certain nombre de réformes. En un mot, c'est la conclusion, on a 30 secondes. En un mot, c'est toujours extrêmement difficile quand on s'attaque à la réalité du terrain. Mais je crois que c'est d'autant plus passionnant parce que c'est le moment où les choses se jouent réellement dans le quotidien de nos concitoyens. Vous savez, il y a beaucoup de réformes qui commencent à porter leurs fruits. Il y a, par exemple, des parents qui, maintenant, le matin, amènent leurs enfants dans des classes où ils ont un petit déjeuner gratuit. Et bien, je pense que ce genre de changement quotidien
Bien, c'est ça l'enjeu de la deuxième partie du quinquennat. On retiendra ça. Merci beaucoup Stanislas Guerini d'avoir été ce matin l'invité de LCI.